Bonjour, je suis Didier Dichiara du blog changementpositif.fr et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Yves Plu à Rennes pour ce Parole d'expert, le premier d'ailleurs de, j'espère, toute une belle série. Je te remercie Yves d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Et de trouver des solutions pour qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. Et je dirais que ça s'intègre dans le cadre de la recherche de solutions pour aider à vivre pleinement sa vie. Donc Yves, tu es psychopraticien, spécialiste en Gestalt thérapie, tu es directeur de Gestalt Plus, qui est l'Institut de formation de Gestalt thérapeute situé à Rennes et qui nous accueille donc aujourd'hui. L'Institut forme les particuliers aussi, à une meilleure connaissance de soi. Les formations vont de quelques mois à 5 ans pour ceux qui veulent être diplômés en tant que thérapeute Gestalt. Et le site web sera inscrit, de toute façon vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir contacter l'Institut ou Yves. Alors Yves, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qu'est la Gestalt, qui me semble que communément on définit comme le lâcher-prise? Oui. La Gestalt, c'est en fait un courant de la pensée de l'humain, qu'est-ce qu'un humain, comment il fonctionne, comment on peut l'aider. Et donc c'est une thérapie qui remonte déjà aux années 50, mais les prémices démarraient déjà dans les années 40. Donc en fait, la Gestalt thérapie, c'est une approche humaniste, c'est sûr, mais elle a un volet existentiel et peut-être c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est-à-dire que la Gestalt inclut une réflexion sur le sens de la vie et comment nous créons, comment nous construisons, on en reparlera je pense, du sens de notre vie. Mais le sens de notre vie, il ne peut pas être fait en dehors de notre corps, il ne peut pas être fait sans les autres, et il est obligatoirement créé ici et maintenant. Donc dans l'instant présent, c'est typique de la Gestalt thérapie. Alors c'est très intéressant parce que là on vient d'énoncer des valeurs et des solutions très fortes pour comprendre le comportement humain, la connaissance de soi et la recherche de solutions pour avoir une vie meilleure. Oui, ou en tous les cas de solutions, ou en tous les cas d'évolution. Bon, très bien, écoute, c'est très bien parce qu'on va en parler, ça va faire l'objet d'approfondissement pour que chacun puisse avoir quelques réponses. Bien sûr, on va faire ce qu'on peut dans le cadre de cette interview. Depuis quand es-tu Gestalt thérapeute? Depuis Gestalt thérapeute depuis la fin des années 80 et thérapeute milieu des années 80. D'accord. Et comment as-tu compris que c'était ta voie? Je l'ai compris par ma propre histoire. Mais comme je sais que dans le cadre de ces interviews, tu t'intéresses aussi aux confidences, je pense que ma confidence sera ma façon de répondre à comment j'ai su que c'était ma voie. Parfait, écoute, tu te trompes pas. En fin d'interview, je te demanderai une petite confidence, puisque ça fait partie du principe du blog changementpositif.fr que d'accéder à une meilleure vie en pratiquant la confidence que j'appelle moi positive. Oui. Ouais. La question qui me vient, c'est comment nos amis du blog peuvent-ils juger que la Gestalt est faite pour eux? Est-ce qu'il faut des compétences particulières? Est-ce qu'il y a des qualités fondamentales qui sont nécessaires? Non, je pense qu'il suffit de désirer s'observer, désirer se connaître. Et pour nous, en Gestalt thérapie, on ne peut pas le dissocier de connaître l'autre. Donc c'est en fait cette curiosité qui est la compétence nécessaire. Oui. Parfois, bien sûr, dans notre pratique, c'est la souffrance qui est la motivation qui a à faire un parcours en Gestalt thérapie pour aller mieux, bien sûr. D'accord.
Donc ça laisse quand même une grande ouverture, quoi. C'est-à-dire on peut s'intéresser à la Gestalt Oui, thérapie. parce que la Gestalt thérapie, c'est une méthode psychothérapeutique, mais on utilise aussi l'approche gestaltiste pour le management, pour les ressources humaines, dans le secteur social, à tous les niveaux, on va dire, où vit l'humain, où l'humain travaille. Donc on est bien dans un champ d'application très très large et complètement ancré dans la société. Un champ de connaissance de l'humain et je pense de réflexion sur la place de l'humain et ce qu'il peut faire dans le monde. D'accord. Tu sais que sur le blog changementpositif.fr, on s'intéresse à la façon dont on peut vivre une vie qui nous rend heureux après un événement déstabilisant. Oui. Donc c'est une prise de conscience, un besoin de survie qui passe par la compréhension de ce qui nous fait du bien et la mise en œuvre de changements positifs. À ton avis, c'est assez vaste, hein, mais comment aborder la connaissance de soi ? Peut-être j'ai déjà répondu un petit peu. Ouais. Pour nous, la Gestalt thérapie s'intéresse à comment l'humain est au monde, c'est-à-dire comment nous vivons, quelle est notre façon de vivre, comment on s'y prend. Et obligatoirement, la façon dont nous nous y prenons a à voir avec l'autre et les autres avec lesquels nous vivons. Donc, en fait, c'est cette question-là qui est centrale. D'accord, c'est la relation à soi et la relation aux autres. Oui, mais en regardant notre façon d'être dans le monde. Alors, il y a quelque chose de très particulier à chacun, pas individuel, mais de très particulier. Nous avons chacun un rapport au monde qui est particulier. Et c'est donc cette connaissance-là qui est à acquérir. Et justement, tu parles de rapport au monde qui est totalement personnel. On se doute que c'est l'ensemble de ce qui crée la personnalité d'un individu qui implique ce rapport au monde. Mais on a quand même des traits génériques, généraux, en fonction des sociétés dans lesquelles... oui, bien sûr qu'il y a des changements culturels qui vont être importants. Nous croyons toujours que c'est nous, en tant que personne ou en tant qu'individu. Et pour nous, en Gestalt thérapie, non. On appartient toujours à un système. D'accord. On appartient aussi à des ancêtres. C'est-à-dire, on a un profil génétique qui vient de nos parents et de nos 12 ancêtres avant eux, et on le porte dans notre corps. Donc, en fait, on n'est pas entièrement libre. On a un bagage. Et puis après, on va développer un caractère, une façon d'être dans le monde en fonction de ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu, on va dire. Si on regarde maintenant, on regarde aussi notre histoire. D'accord, c'est intéressant parce que justement, j'avais pensé à une question aussi sur le poids du passé, on y reviendra. Mais dans cet ordre des choses, il y a aussi le fait qu'il y a des événements qui créent la souffrance dans une vie. Bien sûr. La séparation, le décès d'un être cher, la perte de statut social, le problème de santé, le problème d'argent. Tout ne semble pas du même niveau en termes de souffrance, mais ça dépend quand même des personnes. On souffre tous différemment, quel que soit le problème que l'on vit. Penses-tu qu'il y a une différence entre ces différentes causes de la souffrance et dans la façon de gérer la souffrance provoquée par ces événements déstabilisants? C'est-à-dire que la vie contient un programme, on a l'impression, d'épreuves. Et ces épreuves viennent nous percuter parce qu'elles nous dévient de ce qu'on avait envisagé. Donc la maladie, les séparations, ce sont des ruptures. Il y a quelque chose qui se casse dans ce qu'on avait envisagé. Mais en même temps, évidemment que nous allons y réagir, mais nous y réagissons surtout avec notre corps. C'est-à-dire que c'est notre corps qui prend le choc du stress, on va dire, ou du traumatisme. Et bien souvent, nous négligeons cette partie du corps
de comment le corps, lui, encaisse, on va dire. Exactement. Et donc nous, on essaie en Gestalt de regarder et de donner de la voix ou de donner du relief, c'est-à-dire de s'intéresser à comment je vis dans cette épreuve. Mais les épreuves, ce sont toujours des chances, ce sont des chances qui viennent en habit de travail, qui nous proposent de... peut-être de réviser notre vie et réviser où j'étais parti, qu'est-ce que je croyais, voilà. Donc, alors je dis pas que c'est anodin, et je me suis confronté tous les jours à la souffrance humaine. Mais en même temps, du point de vue de l'existence, ces souffrances font aussi partie de la vie. Oui. Le bonheur aussi, j'espère, on peut le gagner, mais il est toujours... comment dire, sensible, il n'est jamais posé pour toujours. C'est vrai que la présentation que je fais de mon blog, où je parle de ma propre situation, qui a connu quand même un chamboulement assez important, et je dis que j'ai ressenti, la souffrance m'a amené à une vraie douleur psychologique, mais également une douleur physique. Oui. Donc c'est totalement ce que tu expliques, et c'est vrai qu'on n'est pas forcément conscient de ça. Mais je dis aussi que on peut s'apercevoir au bout d'un certain temps, si on a fait un certain travail sur soi, et avec les autres aussi, on rejoint ce que tu disais, que de nouvelles opportunités s'offrent à nous. Oui. Voilà, l'opportunité de vivre différemment et mieux. Oui, il faut traverser le tunnel, c'est pas tout simple. Oui. C'est-à-dire que si on a une souffrance d'un point de vue psychologique, on a aussi une douleur d'un point de vue physique. Et peut-être que nous sommes tourmentés sur la question du sens de notre vie. Donc cette souffrance, elle prend plusieurs formes en fonction, on va dire, de l'étage dans lequel nous sommes. Et justement, en parlant de tout ça, je me disais que face aux événements de la vie, à la souffrance qu'ils provoquent, on touche à des notions très importantes. C'est la confiance en soi et l'estime de soi, qui sont mises à mal justement dans ce genre de situation. Comment évaluer où on en est avec le plus de réalisme possible sur l'état de notre confiance en nous et l'estime de soi? Je constate que souvent quand on va dire un malheur, on va parler peut-être comme ça simplement, un malheur arrive à une personne, il y a un certain nombre de personnes qui se sentent coupables de ce qui leur arrive. Par exemple une maladie grave, et ils tombent dans une forme de culpabilité, de honte, comme si c'était eux qui avaient créé cette maladie-là, ou que, étant malade ou séparé de quelqu'un d'autre, enfin tous les événements que tu as pu citer, en fait, leur propre responsabilité était engagée. Alors je ne sais pas si c'est moderne, si ça vient de notre époque, mais je pense qu'il y a quand même une exagération de l'individualisation à notre époque et du fait que j'y serais pour quelque chose si ça m'est arrivé. Oui, je participe. Je ne peux pas dire que je ne participe pas. Mais de là à culpabiliser, enfin, il y a eu un certain nombre d'exemples au niveau de la médecine où on culpabilise les malades, etc. Sans forcément réinterroger le système dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus large et qui n'enlève pas la responsabilité individuelle, mais qui fait que ça ne peut pas être l'affaire d'une seule personne. Donc du coup, l'estime de soi s'effondre. Oui. Voilà. Donc à partir de ce sentiment de culpabilité, on a un effondrement de la confiance et de l'estime de soi. Oui. D'accord. Parce qu'il y a aussi parfois ce que l'on peut voir dans le comportement des personnes qui se trouvent en situation difficile, en chamboulement, c'est le fait de dire que c'est la faute des autres aussi. Alors bon, ça c'est l'autre pôle, on va dire. C'est-à-dire que c'est la faute au monde, il y a un tiers qui est responsable, etc. Bon, c'est pas plus réaliste que le premier cas, mais c'est l'opposé. En fait, le processus, il n'est pas très différent. Dans le premier, la personne se retourne contre elle, on va dire, et dans le deuxième cas, elle se retourne contre les autres. Mais obligatoirement, c'est ni l'une ni l'autre. Il y a quelque chose d'intermédiaire à explorer.
Et c'est peut-être aussi des étapes dans le processus de guérison. Ça peut être aussi des étapes, à la fois la culpabilité, à la oui. fois la responsabilité des autres dans notre souffrance. Après, ça va se mélanger. Et tu mettais en évidence, juste avant, le lien aux autres, l'estime des autres. Oui. Et c'est une différence par rapport à tout ce que l'on entend sur la motivation personnelle, qui est très centrée sur l'individu. À peu près tous les discours oui. qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment l'individualisme, la façon de motiver les personnes. Oui. Et donc, par rapport à cette position-là, tu aurais quoi à dire? Je vais me placer dans ma posture de gestalt thérapeute, c'est-à-dire que pour nous, en fait, l'individu qui pourrait être isolé, qu'on peut manager, dynamiser, etc., ça nous laisse un peu sceptiques. C'est-à-dire que l'individu, en fait, il est toujours avec d'autres. Il est dans ce qu'on appelle, nous, un champ, c'est-à-dire qu'il existe de multiples plans énergétiques, physiques, relationnels, psychologiques, d'enjeux, etc., qui font partie du système dans lequel il est. Mmh. Et donc, cette survalorisation de l'individu qui pourrait atteindre ses objectifs, faire sa vie comme il veut, etc., non. Oui. Non, une personne est en lien obligatoirement avec le monde. Elle est le monde déjà, elle-même aussi, elle représente le monde. C'est intéressant. Et elle est obligatoirement connectée. C'est à la mode, le connecting. Mais nous, on le dit depuis toujours dans cette théorie qu'on appelle théorie du champ. Hein. D'accord, théorie du champ. Non, mais c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Ce qui me surprend beaucoup, c'est que on est à une époque où on a accès à peu près à tout, tant en communication qu'en thérapie, qu'en information, et que on a encore beaucoup de processus qui sont liés à l'individu, à sa motivation personnelle, et ça isole l'individu, notamment au niveau de la performance qu'on lui demande, ça l'isole face aux autres et face à sa propre nature. Donc il est moins son monde, je dirais, et il devient ce qu'on lui demande d'être. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on formate la personne pour qu'elle devienne un individu. On dit quelquefois c'est un numéro, c'est bon, mais je pense au temps moderne avec Chaplin. C'est-à-dire que, bon, moi je suis pas sociologue, mais tout ce développement de l'industrialisation, en fait, isole. Et je pense que les systèmes sont dominants du coup. Et ce qu'on pouvait avoir dans le temps, au début du siècle, au milieu du siècle dernier, en tous les cas, où les familles étaient très fortes par rapport à une personne, ou le village, le quartier. Maintenant, ce sont des systèmes beaucoup plus performants, financiers, de production, etc. Mais je ne sais pas si l'humain est plus heureux maintenant. Oui, c'est vrai. En tout cas, on ne sait pas s'il est plus heureux, mais ce qu'on sait, c'est qu'il exprime maintenant beaucoup plus sa souffrance. Oui. Tout à l'heure, en introduction, tu me parlais du sens de la vie. Et quelle solution, c'est pas évident, mais quelle solution on peut trouver pour justement pour retrouver le sens de la vie et le moteur pour agir. Tu vois, il y a deux éléments, le sens de la vie et le moteur. C'est une question complexe. Effectivement, quand sa vie ne rime à rien, quand j'ai l'impression que je suis la moitié de moi-même ou le quart de moi-même, ou que ce que je fais, ce que je deviens, finalement, c'est pas moi. Donc je ne parle pas que ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est-à-dire à l'intérieur de moi, je me dis mais non, c'est pas moi. Effectivement, à ce moment-là, il y a des questions existentielles qui sont
prioritaires à examiner. Alors, nous, on va par exemple s'intéresser, qu'est-ce que j'ai pris à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai gobé, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'anime que finalement je n'ai pas choisi et que je n'ai pas digéré. C'est-à-dire que je l'ai mis dedans, ça agit à l'intérieur de moi, j'ai cru quelque chose sans vraiment le discuter. Donc pour nous, en tous les cas, le premier stade, c'est de regarder comment je vis, avec quoi je me suis empoisonné, alors que je croyais que c'était bon, puis finalement c'est un toxique. Donc c'est ce premier examen-là pour regarder un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui m'amène là aujourd'hui. Quelquefois c'est la maladie et le corps qui permet de se reposer la question. Mais il y a un nettoyage à faire, peut-être c'est le but de la thérapie, il y a un nettoyage à faire avant de construire un sens. Et là-dessus, personnellement, je suis assez attentif, parce que je ne sais pas si je peux parler davantage. Oui, le temps. Non, parce qu'on peut construire un sens, mais le construire comme un fantasme. Donc c'est pas une construction. C'est-à-dire qu'on se raccroche à quelque chose, mais on n'a pas examiné qui nous sommes, ni ce que j'ai à faire dans cette vie-ci, ici. Et c'est ça la première question. Et le sens, il se construit secondairement. Parce que, justement, on le voit beaucoup sur le web, on entend beaucoup parler de rêve, construire ses rêves, mais on entend peu cette notion qui est primordiale, c'est construire du sens. Et construire ses rêves, évidemment qu'on peut réaliser un rêve, on peut avoir un projet, c'est le rêve dans ce sens-là, je peux avoir un projet et puis me dire, bon, comment je fais pour le mettre en place. Ma question, c'est, est-ce que ce projet, c'est moi? Est-ce que c'est ce que j'ai à faire dans cette vie-ci? Donc c'est cette interrogation psychologique et corporelle qui, pour moi, est première à poser, et pas aller se raccrocher à des rêves qui sont des fantasmes. Et ça non. Oui, parce qu'on s'éloigne de la réalité et on construit encore une pseudo-réalité qui va nous faire souffrir. Et c'est vrai que c'est un des éléments essentiels de la construction de l'individu. Et ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, parce que ça correspond complètement au thème de changement positif, .fr, c'est qu'on va arriver à construire une nouvelle vie parce qu'on a un éveil sur sa propre douleur, sa propre erreur de vie, qu'à la condition qu'on arrive à faire un point. C'est-à-dire à se poser, à comprendre pourquoi. Et donc l'intérêt justement de rencontrer des thérapeutes, des praticiens de la Gestalt ou d'autres domaines, pour faire un point et à partir de là, comprendre ce qui donne du sens et construire la vie qui nous ressemble. Donc c'est un terme qui moi me plaît bien, construire la vie qui nous ressemble, pour justement éviter ce qu'on a fait dans le passé, c'est-à-dire construire la vie qui ressemble à celle des autres. Donc on est là-dedans, dans cette explication-là. On a un bagage corporel, physique. On a développé un caractère en rencontrant le monde après notre naissance. Et puis peut-être je développe un style qu'on appelle la personnalité. Mais qu'est-ce que je fais de ça? De qui je suis. Et le qui je suis, c'est pas qui suis-je. Le qui je suis, c'est quel corps j'ai, quelles sont mes émotions, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, etc. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors ça c'est très intéressant, parce qu'on va en parler tout à l'heure, parce qu'en Gestalt thérapie, on parle des potentiels de la personne, et on est vraiment dans ce sujet-là. Auparavant, je vais juste préciser, c'est la façon dont on souffre, elle est certainement aussi lié à la vision que l'on a eue de la projection de sa vie et de ce qu'on appelle le bonheur. Donc, on a une vision classique du bonheur. C'est amour, famille, argent, réussite sociale et peut-être même aussi reconnaissance. A priori,
est-ce que c'est suffisant? Je ne crois pas, non. Puisque d'après ce que tu viens de dire. Et est-ce que c'est ce qui permet de dire que beaucoup ne sont pas heureux, même s'ils ont déjà tout ça? Oui. Pour moi, le bonheur, être heureux, c'est pas une question d'avoir. Ouais. C'est une question d'être. C'est une question de l'être. C'est la question d'être au monde. Et qu'est-ce que j'apporte au monde? C'est ça. Et ce que j'apporte, je ne peux l'apporter qu'avec ce que j'ai. C'est pas en construisant des rêves. Oui, et surtout un schéma social. Voilà. On revient à nos penseurs grecs. Je crois que c'était Socrate qui disait il y a réussir dans la vie, réussir sa vie. En gros, si on schématise. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même une philosophie qui est très actuelle dans l'approche du comportement humain et de la souffrance de l'être humain. Quand un enfant naît, il est dans son berceau, tout le monde se penche sur le berceau et chacun lui assigne déjà un rôle. Ouais. On le voit comme s'il ressemble à un tel, etc. Il aura tel caractère, je vois ça dans ses yeux. Tout ça, ce sont des projections. Sauf que ce climat dans lequel l'enfant va grandir va l'impressionner. Je prends le mot volontairement, c'est-à-dire créer une pression à l'intérieur, dans le corps. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, de ce qu'on gobe tout rond. Ça ne va pas être dit, mais il va le prendre à l'intérieur de lui. Et peut-être que cette pression de l'environnement, y compris du monde dans lequel il va évoluer, l'école, la cité, le monde, va faire qu'il va devenir finalement quelqu'un d'autre que ce qu'il est. C'est sans doute ton histoire, ça a été aussi la mienne, et que nous avons à réviser ce qu'on a voulu faire de nous. Cette notion, elle reprend le thème de l'identité. C'est-à-dire, quelle identité avons-nous? Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que on a des valeurs acquises, bien sûr, mais on a surtout une identité qui est essentiellement celle qu'on a définie. Quand dans une famille, on va dire, les parents disent « Tiens, mon fils, il est timide », ça le rend timide. Voilà, ça va le rendre timide. Bien sûr. Donc, lui, c'est un hyperactif, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on va créer des identités qui ne sont pas celles de la personne. Et donc, elle va se développer avec le poids des identités qu'on lui a attribuées. C'est notre chasse en Gestalt. En Gestalt, c'est ça. Chasse c'est vraiment ça. Qu'on appelle les introjections, c'est quelque chose qu'on a mis à l'intérieur sans savoir que ça rentrait à l'intérieur. En dehors de notre conscience. Et par rapport à cela, je me pose aussi une autre question, c'est comment apprécier ce que l'on a? Parce que tu vois, c'est un peu le revers de la question, c'est-à-dire on est dans une situation où on souffre, on ne sait pas trop ce qu'il y a, mais on sait que c'est le poids de l'identité que l'on nous a donné, mais ce que l'on a, comment se fait-il qu'à un moment donné on ne puisse pas l'apprécier ou plus rien apprécier? Donc comment apprécier ce que l'on a pour savoir si ça correspond bien à notre vraie identité? C'est vaste, je reconnais. Mais, donc l'identité, tu l'utilises, on pourrait donner des définitions peut-être un peu différentes. J'en reviens à cette question de l'être. C'est-à-dire, comment savoir si je suis heureux? Est-ce que ma façon d'être au monde, c'est-à-dire de recevoir le monde, de donner au monde, me plaît et me procure du plaisir? Donc c'est vraiment pas une question d'avoir. Excuse-moi, je t'écoute. Non, c'est juste par rapport à la question qui me venait, c'était de dire comment être sûr que la vie que l'on a et la vie qui nous ressemble et nous rend heureux. Par rapport à cette notion de bonheur, c'est comment être sûr qu'on est heureux et comment être sûr que notre vie nous rend heureux. Donc j'y réponds par cet être. Et ce qu'on a, tu évoquais des critères de réussite de notre époque, la voiture, le bureau, etc. La femme, la belle maison, les beaux enfants. En fait, ce qu'on a peut nous peser très très lourd par rapport à qui nous sommes. Donc, plus le décalage est important,
et plus la souffrance va se manifester à un moment donné. Elle se manifestera d'abord peut-être physiquement, on voit bien, quand on fait le tour, les ulcères, les autres maux d'estomac. On parle beaucoup des burn-out. Les burn-out, maintenant. Qui apparaissent d'une façon un peu plus moderne, parce qu'on le définit d'une façon moderne, mais qui montrent aussi comment des personnes vont se brûler. C'est le terme, se brûler dans les systèmes. Ils ont cru ce qu'on leur a dit, ils ont donné toute leur vie, etc. Et puis finalement, ça se consume. Bon, dans le temps, il y avait d'autres maladies qui avaient le même effet de consumer à l'intérieur. Bon, maintenant, on va parler de ce type de choc, parce que peut vraiment être traumatique, c'est relativement grave, mais c'est toujours lié à notre époque. C'est notre époque qui fabrique ce système, mais comme depuis toujours, ce sont les différentes époques qui fabriquent les maladies. Oui. Ça n'a pas changé. C'est les maladies changent. Le processus, lui, ne change pas tellement. Il change pas. Ce sont les humains qui créent le poison. D'accord. C'est vrai qu'en Gestalt, je comprends que on n'oublie pas le corps. On n'oublie pas le corps. Le corps est important. Et c'est vrai que on a une approche des autres qui est liée à la première impression que l'on peut avoir. On dit tiens, celui-là il a l'air stressé, il a l'air fatigué, il a l'air énervé. On dit rarement tiens, il sourit en pleine forme. Il y en a, mais c'est pas forcément d'ailleurs significatif. On choisit plutôt la bouteille à moitié vide. Voilà. Et donc par rapport justement à ces burn-out, parce qu'on en parle quand même de plus en plus, donc qui sont le sommet de l'explosion par rapport à une souffrance que l'on tait, sans doute depuis très longtemps. Tout à l'heure, on parlait de potentiel. Donc le potentiel, libérer les potentiels, qui pourraient justement éviter les maladies plus graves. Est-ce qu'on peut transformer ces défauts en qualité? Est-ce qu'on peut transformer ces résistances en élan vers les autres? C'est ça que j'avais retenu aussi sur la Gestalt thérapie. C'était cette notion de potentiel avec cette transformation-là, le pouvoir qu'on pouvait avoir, soit de transformer. Mais d'abord, comment on prend conscience de ces potentiels? Généralement, ce sont les autres qui nous les révèlent. Donc c'est toujours dans le contact, dans l'échange avec les autres, ou plus fortement, on va dire, la rencontre et l'écoute de l'autre. En fait, l'autre voit à l'intérieur de nous des zones qui, pour nous, sont méconnues. D'accord. Et que les autres perçoivent. Donc c'est pour ça que nous, en Gestalt thérapie, on travaille beaucoup en groupe. Mais bon, ça peut se faire aussi à deux. Mais le groupe va potentialiser, du coup, si je réutilise le même mot, la vie de différentes personnes. Et donc, est-ce que nos défauts peuvent devenir des qualités? Alors là, je réponds sans hésiter, oui. Et l'inverse. Nos qualités deviennent aussi des défauts. D'accord. En fait, on connaît des expressions comme le revers de la médaille. Bon, dans les deux cas, il y a un revers de la médaille. Un revers de la médaille pour les défauts et un revers de la médaille pour les qualités. Et donc, ce que nous va nous intéresser, c'est de regarder justement un défaut qui porterait préjudice aux autres ou à soi-même, lequel défaut peut devenir une qualité en apportant service aux autres et à soi-même. Et puis, il y a peut-être des zones intermédiaires. Voilà, donc en fait, on va travailler ces nuances-là. Ce qu'on cherche, c'est comment je peux m'ajuster au monde de façon créative. C'était justement la question que je me posais à l'instant. Je me disais, comment révéler ses potentiels? Parce que, est-ce que tout le monde est doté de créativité? Ah oui. Tout le monde est doté de créativité. Sinon, on meurt. D'accord. Rester vivant quand on est né, c'est déjà très créatif. Oui. Parce qu'un bébé, il est complètement fatigué quand il vient de naître. Et s'il fait rien, s'il n'est pas créateur de mouvement, il meurt. D'accord. Et nous-mêmes, nous sommes créateurs chaque moment. Tu respires, tu manges, on parle. Donc on crée. On crée la vie. Est-ce que un individu qui est en souffrance, c'est pas déjà quelqu'un qui est potentiellement créatif et qui n'exprime pas
Est-ce qu'on pourrait schématiser ça? Non. 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 Mais c'est quelqu'un qui peut, en Gestalt thérapie, arriver à tout de même faire ressortir ses potentiels? Tu parles de quelqu'un qui est craintif, ça, dans ton exemple? Non. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui souffre, qui a des événements qui l'amènent à la souffrance. Est-ce que c'est la souffrance qui va permettre, justement, de se dire je n'applique pas la créativité et mes potentiels? Est-ce que c'est ça? Voilà, pour reformuler ma question. Qui peut le révéler. La souffrance, elle vient parce qu'il y a un événement, donc il y a une souffrance, on a dit, avec douleur, tourment, perte de sens et douleur physique. Et donc ça réinterroge la vie. Oui. Ouais. Oui. Alors souvent, moi j'ai toujours été étonné en accompagnant des personnes qui disent ben voilà, j'en suis là, il m'arrive ça, donc bon, la vie est un peu fermée, des fois les pronostics sont aussi graves. Et puis la personne elle dit, il suffit même pas de lui poser la question, elle dit mais je sais bien comment j'en suis arrivé là. D'accord. Et nous savons tous en regardant en arrière. Mais en fait, c'est pas en arrière, c'est maintenant, notre histoire, elle est maintenant. Ouais. Mais qu'à telle époque, on aurait eu une autre possibilité qu'on n'a pas choisie. Un choix qu'on n'a pas, pour lequel on n'a pas opté. Ouais, donc ce sont des carrefours dans la vie. Je vois aussi, par exemple, dans les burn-out, des personnes qui disent, bah oui, finalement, je vois bien à quel moment je suis rentré dans cette espèce de couloir qui n'a pas d'issue, si ce n'est l'explosion. Donc on le sait après coup, mais on n'a pas été attentif au moment. D'accord. On n'a pas été attentif. Ouais, c'est intéressant. C'était aussi une question que je comptais te poser sur le poids des choix que l'on fait et qui vont nous guider pour très longtemps. Choix ou non-choix par moment. Ou non-choix. Mais qui sont souvent très précoces. Mais on en reparlera parce que tu parlais du corps tout à l'heure et je trouve ça assez intéressant. C'est qu'en Gestalt, on parle d'éveil sensoriel, de conscience corporelle, mais on parle également de désir et de sexualité. Donc c'est assez peu reconnu dans la vie de tous les jours que la sexualité fait partie de la connaissance de soi, mais aussi de la réussite de la vie. Je dis pas dans la vie, de la réussite de la vie. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Ben, le corps, lui, il a il y a des émergences, il y a des poussées, alors ce qu'on appelle dans le langage courant des envies, j'ai envie d'eux, etc. Ça pousse. Ouais. Donc il y a cette force du ça, d'ailleurs on l'appelle comme ça en Gestalt, donc qui nous pousse, qui nous donne le désir de ceci et cela, et aussi normalement le désir de rencontrer l'autre. D'accord. Rencontrer l'autre différent, rencontrer l'autre semblable, etc. Donc la question du désir, en fait, et en psychologie classique, on le définit comme ça, le désir, il naît à partir du moment où je sais que l'autre est séparé de moi. Donc je désire rencontrer l'autre, je désire faire quelque chose avec l'autre. La sexualité, alors, bon, là aussi, ça dépend des définitions qu'on donne, mais tout est sexuel, puisque l'humain est sexué. Donc il y a toujours des connotations sexuelles dans les entreprises, dans la cité, dans le ménage, dans la famille, dans les couples, dans notre activité ludique, etc. Alors après, si on parle de réalisation d'actes sexuels, bon, c'est peut-être une autre définition, mais ça fait aussi partie de la vie. Et je pense que c'est cette façon, dans la sexualité et dans d'autres sujets, en fait, de pouvoir épuiser avec bonheur ce qui pousse à l'intérieur de nous. En fait, c'est ça le processus de la vie. La sexualité n'est qu'un des façons d'épuiser justement cette force, cette tension qui est à l'intérieur de nous, mais tension dans le sens de je suis tendu vers. D'accord. Oui. Donc c'est obligatoirement
le lien que l'on va créer avec les autres, en tout cas la volonté de créer un lien. Oui. Voilà, qui peut s'exprimer par la sexualité, par le désir, qui va être un moteur, en fait. Et c'est vrai que lorsque on voit des personnes en souffrance, souvent elles n'ont plus de désir. Elles ont moins de désir de l'autre, mais et aussi moins de désir sexuel. Donc ça fait, c'est un constat que tu fais. Ben oui, c'est un signe clinique, comme on l'appelle, c'est-à-dire que il y a une baisse, on enregistre une baisse du désir. Oui. Et la baisse du désir, comme je viens de te le dire, c'est la baisse du désir de tout. Je ne désire plus me lever, j'ai plus le désir de passer une bonne journée, j'ai pas envie de rencontrer mes potes, mes enfants, bon, ils vont se débrouiller tout seuls, etc. Donc j'ai plus non plus envie de faire l'amour, plus envie d'aller au cinéma, j'ai plus envie de lire, plus envie de rien. En fait, il y a une baisse du désir, c'est-à-dire justement cette puissance naturelle à l'intérieur de nous qui est toute plate. Il n'y a plus de ressort. Alors il y a plein de façons. Il y a plein de façons de le dire. Les gens disent aussi j'ai plus d'énergie. Quand ils disent j'ai plus d'énergie, ils disent aussi j'ai plus de désir. Ils disent j'ai plus de plaisir. Ben, tout ça, ce sont des façons de le dire. Bon, c'est intéressant pour nous de savoir comment la personne le dit, c'est parce que ça nous renseigne sur ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Donc cette baisse du désir, oui, elle est centrale. D'accord. Y compris par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'image de soi, la baisse du désir de s'aimer soi. De s'aimer soi, oui. Peut-être on va y revenir. Oui. C'est vrai que c'était, je crois que c'était Montaigne qui disait le pire ennemi de l'homme, c'est de ne plus avoir d'amitié pour lui-même. Voilà. Donc, absolument. Ouais. Et une autre notion que tu as abordée en tout début d'entretien, c'était vivre l'instant présent. Ouais. C'est-à-dire que la compréhension de soi passerait par la conscience de vivre son présent en priorité, c'est ça ? Si j'attends demain pour faire quelque chose, pendant ce temps-là, je ne le fais pas. Oui. D'accord. Vive l'instant présent, donc on dit ici et maintenant, en Gestalt, mais cet instant présent, c'est comment, présentement, nous sommes là tous les deux, devant cette caméra, d'autres vont regarder, écouter, etc. Donc on va vivre une multitude d'instants présents, mais dans cet instant présent, toute mon histoire est présente, maintenant. Oui. L'histoire, c'est pas quelque chose qui date dans l'instant présent. L'histoire, en fait, ce qui nous est arrivé, on va dire en langage comme ça courant, il y a 40 ans, eh bien non, ça n'existe pas en Gestalt thérapie. C'est pas il y a 40 ans. Cette chose vit à l'intérieur de nous depuis 40 ans. Donc, je ne suis pas né il y a tant d'années. Oui. Je nais maintenant. Ou je suis né depuis. Mais c'est depuis que je nais. Toujours. En fait, tout ce que nous avons vécu est toujours présent à l'intérieur de nous. Et l'instant présent, c'est justement cet art, peut-être, parce que c'est pas toujours facile, d'avoir la conscience de qui je suis avec mon histoire. C'est pas la peine de me tromper, moi-même, ni d'essayer de tromper les autres. Je vis avec mon histoire et tous mes potentiels qui viennent aussi de cette histoire. De cette histoire. Mais l'histoire personnelle, c'est souvent un fardeau. Ça veut dire que à chaque instant, bon, si j'interprète mal ce que tu dis en matière d'instant présent, on a presque l'impression que à chaque instant, j'ai le poids de mon histoire. Oui, tu as déjà utilisé ce mot-là, le poids de mon histoire. Écoute, je ne partage pas cet avis-là. Par contre, je respecte cette sensation du poids de l'histoire, que j'ai pu aussi vivre, qui peut encore m'arriver de le vivre. Je pense que nous, les humains, on a tendance à trouver que l'histoire est lourde. Oui. Bon, à certains moments, si on la regarde bien, elle a peut-être été aussi trop légère. D'accord. Qu'on a pris des décisions à la légère, elles pèsent peut-être pas assez. Alors, par contre, quand
notre histoire contient des souffrances, des douleurs, des choses que nous, en Gestalt, on appelle inachevées. C'est-à-dire des épisodes de vie qui n'avaient pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je pense aux enfants battus, je pense à toutes les injustices, etc. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens vit toujours à l'intérieur de nous. Et c'est cette histoire qui n'a pas de sens, qui est inachevée, qui pèse lourd. Alors elle pèse lourd parce que l'humain veut réparer ce qu'il a vécu. Il veut faire mieux. Oui, c'est ça. Il veut s'arranger. Par exemple, on sait, avec les théories de l'attachement, que des enfants qui ont été élevés dans des attachements insécurisés, avec des parents peu stables, on va dire, en fait, quand eux-mêmes sont parents, ils font tout ce qu'ils peuvent pour donner à leurs enfants des attachements sécures. Contrairement à ce qu'on croyait en psychologie. Donc il y a chez l'humain cette volonté d'aller mieux, d'être mieux et de donner mieux. Donc ça veut dire je pense pas qu'on répare. On répare pas l'histoire. C'est comme un tableau. On va pas réparer un vieux tableau. Par contre, on peut le restaurer. On peut, avec des vieilles couleurs, garder des couleurs un peu étranges. On va retrouver nos défauts qui deviennent des qualités, etc. Et donc, on peut restaurer notre histoire, mais la seule façon de la restaurer, c'est de la mettre active ici, maintenant. Et le fait de se concentrer sur l'instant présent, justement, pour vivre pleinement cet instant et construire un présent et un futur qui va devenir notre passé d'ailleurs, mais peut-être plus sûr, plus confortable, plus heureux. Comment on peut y arriver alors que la plupart des personnes vont te dire qu'elles ont des milliers de pensées qui les assaillent sans arrêt et elles se sentent harcelées par ce système de pensée. Bien sûr. Donc, ça, est-ce qu'il y a des outils déjà pour... Oui, il y a des outils. Nous, en Gestalt thérapie, on pratique l'éveil, donc on le met en anglais awareness, mais alors la pratique de la méditation, de laisser son corps tranquille, de s'arrêter, de respirer, et d'être conscient que je suis posé sur le fauteuil, que je croise mes deux pieds, que je respire de telle façon, etc. C'est déjà énorme. Donc alors il y a après des méthodes de relaxation, etc. Nous, en Gestalt thérapie, on ne prend pas de position par rapport à ça. On utilise un petit peu de tout, il y a des spécialistes. Et nous, notre angle de mire, notre mire en tous les cas, c'est de réussir à arriver à cet état où je suis autant centré sur moi que attentif au monde. Donc un gestaltiste, il médite plutôt les yeux ouverts finalement. Et donc c'est cette façon d'être éveillé au monde, mais sans se perdre soi. Donc toujours dans cette navette entre soi, centré, posé ici, on dit jeté là dans le monde. Ouais, on est jetés là tous les deux, Didier, aujourd'hui. Et voilà, et puis comment être maintenant, dans cet instant, ensemble, à la fois attentif à l'autre et centré sur soi. Voilà. Donc c'est ça notre... alors j'ai pas envie de dire méthode, c'est plutôt quelque chose d'essentiel pour nous. C'est un fil à plomb chez le gestaltiste, on va dire. Et ça renvoie à la relation aux autres. Et je t'ai vu lors d'une conférence expliquée de façon très imagée, c'est une conférence super. Je mettrai le lien d'ailleurs sur le site, parce que c'est vraiment très très intéressant. C'est une expérience en plus importante au niveau du groupe, parce qu'il doit y avoir, je sais pas, 800 personnes. C'est vrai. Donc c'est une expérience intéressante. Et tu imageais la relation humaine à travers le je, le tu, le nous. Est-ce que tu peux me dire en quoi cette notion est fondamentale pour mieux vivre sa vie et puis sa vie en relation avec les autres? Donc on fait référence au Je tue, qui est un livre de Martin Buber, et qui est un juif hassidique, rabbin, et évidemment que les créateurs de la Gestalt thérapie étaient aussi juifs,
Et donc, baigné dans cette culture, entre autres, Laura Pearls, et Laura Pearls surtout, a eu des cours avec Martin Buber. Fritz Perls aussi a pu le rencontrer. Et du coup, ce je-tu, c'est la rencontre de l'autre. C'est comment mon je n'existe que parce qu'il y a un tu. Moi, Yves, j'existe parce que toi, Didier, tu es là, et puis qu'on échange, on échange aussi pour les amis. Mais si on s'intéressait à une chose, un sujet à l'extérieur de nous, on appellerait ça un cela. On dirait cette pièce, etc., elle est comme ci, elle est comme ça. Ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu l'aimes ou pas, comment tu vis dedans, et puis moi. Donc, qu'on reste en relation de je-tu. Donc, c'est ces fondements-là qu'on a appelés en Gestalt le contact. En fait, le mot-clé, c'est contact. C'est comment nous sommes en contact, à la fois séparés, à la fois reliés, et reconnaissant l'autre plus que les choses. Le médecin, par exemple, où il regarde son malade, c'est-à-dire ce monsieur-là ou cette dame-là comme un tu, ou il regarde la maladie, et dans ce cas-là, ce sera un cela, et ce sera une relation je-cela, et non pas une relation je-tu. Toi qui as une maladie ou qu'une maladie t'arraude, etc., c'est pas pareil. Voilà, donc en fait, c'est ces références-là. Et justement, par rapport à ça et la relation aux autres, tout à l'heure on a un peu parlé, c'est la notion d'identité. Est-ce que dans notre société, qui est quand même très complexe, on a des relations sociales qui sont assez tendues, est-ce qu'on a encore une identité ? J'ai un peu de mal, moi, avec les concepts d'identité, en fait. Parce que je pense que les systèmes, je me répète un peu, mais les systèmes dans lesquels on est sont plus importants à regarder. Et donc, si identité veut dire l'être que je suis, je suis d'accord. Mais quand on parle à notre époque d'individualisation, en fait, où on isole l'individu, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de l'être, de l'identité qui se perd. Et je ne sais même plus d'ailleurs dans quel système je suis, dans ces cas-là. Et donc là, il y a un effondrement à l'intérieur. Alors peut-être on construit un extérieur, une façade, mais à l'intérieur, je crois que c'est tout creux et que la vie n'a pas de sens. Donc on revient pour toi toujours cette notion de l'avoir et de l'être. Et cette notion d'identité, elle est dans ce système, en fait. Et toujours dans la relation. Et toujours dans la relation. Toujours dans la relation. Si c'est en dehors de la relation, ça vaut quoi? Ça vaut rien. Un humain, c'est pas fait pour vivre dans un placard. Il est fait pour vivre avec les autres. Donc c'est toujours en relation. Et quelle idée tu as sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses qu'ils contribuent à l'affirmation de soi ou au contraire à la dilution? Je connais pas assez, moi. J'ai pas d'avis là-dessus. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, comment les gens y vivent avec ça. Donc j'ai bien l'information, mais j'ai pas de vécu personnel et j'ai pas non plus travailler avec des personnes sur ce thème-là, mais je sais que ça commence à poser des questions puisqu'on a programmé des temps de travail ici dans l'école, dans l'institut, et justement parce que les jeunes, moi j'ai plus besoin de ça à mon âge, mais les jeunes praticiens, eux, essaient aussi de se faire connaître sur les réseaux. Et puis, c'est pas toujours simple par rapport à la déontologie, par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Donc, je crois que c'est un sujet très complexe. Je ne sais pas bien répondre. Très bien. Une autre question que je me posais justement par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'avoir, l'être, le système, la relation aux autres. Là, on parlait un peu des réseaux sociaux. C'est vrai, on ne sait pas encore comment appréhender ce qui est en train de se passer, même si on a quelques indicateurs. Mais d'une manière générale, est-ce qu'on doit se comparer aux autres? Je réponds non. Je pense que c'est une tendance actuelle.
C'est-à-dire on se compare en fait par rapport à l'autre, par rapport à quelque chose qui est attendu. Moi, ce que je dirais plutôt, la voie qui me paraît meilleure, c'est de se différencier de l'autre. C'est-à-dire de prendre vraiment le temps de savoir comment je suis différent de l'autre. Parce que si je me compare, ça veut aussi dire que je me mets semblable et que je devrais faire la même chose, ou mieux, ou moins bien, enfin ou moins pire, ou je ne sais pas quoi, tout ce qui est possible. Alors que se différencier, ça va nous amener à une complémentarité. Et je pense que ça, c'est plus dans le sens de la vie et du développement de soi, de la croissance de soi. Oui. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on veut être heureux, il faut comprendre l'être que l'on est. Oui. Et on ne peut pas comprendre l'être que l'on est en se mettant pareil que les autres, en essayant de vivre la même chose et en se comparant. Non. Il faut trouver ça en soi avec ses propres valeurs et ses propres choix. Oui. Et surtout sa propre personnalité. Et l'école, quand elle nous donne des notes, qu'elle nous classe, elle nous compare. Oui. Les uns devant les autres, les uns devant l'autre, derrière, enfin, etc. C'est abominable. Ouais. Pour moi, c'est abominable. Je ne vois pas de quel droit on peut faire ça. Je ne vois pas. Oui, parce qu'on utilise pour tout le monde le même type de discours, le même type d'évaluation pour des matières qui sont standardisées, sans tenir compte de l'individu, et on va dire à un individu que dans telle matière il est dernier, dans l'autre il est premier, éventuellement qu'il est moyen partout. Et ça, c'est pas une bonne façon de révéler le potentiel. Le potentiel. Ben non. Donc ça, c'est très intéressant. C'est vrai que ça pourrait être un sujet à lui tout seul, de traiter de... Moi, je dis toujours, quand un enfant a une difficulté dans une matière, qu'il est plus à l'aise dans une autre matière, il faut lui donner des cours particuliers dans la matière qui va bien. Oui. Pas dans la matière qui va mal. C'est pas la peine. Puisqu'il est bon en maths, alors on lui donne des cours particuliers de maths. D'accord. Pour qu'il prenne encore plus de plaisir. Et puis le français, il va bien avancer à un moment donné. C'est intéressant comme point de vue, parce que on fait pas ça du tout. On passe notre temps à corriger des défauts. Mais qui a dit que c'était un défaut? Alors voilà la norme, voilà une norme de système et de représentation du monde qui est un monde qui veut uniformiser tous les individus. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en matière de potentiel et de créativité, c'est sûr que c'est pas la bonne méthode. Non. Ça, alors, par rapport aussi à une autre notion dont on a parlé, c'est les changements positifs, tu sais, ce qui me tient vraiment à cœur. Comment tu définirais, toi, quelle définition tu aurais de cette notion-là, de changement positif? Moi, je sais ce que j'en pense, je t'en ai un peu parlé. Mais toi? Pour moi, le changement positif, c'est de ne jamais oublier que nous allons mourir. D'accord. Et que c'est la mort, le processus de mort et de destruction à l'intérieur de nous qui nous crée en vie, qui nous rend vivants. Donc ça, je pense que c'est une conscience à ne pas... Alors après, mourir quand, etc., tout ça, c'est aussi des questions. Donc pour moi, le changement positif, c'est cette capacité de pouvoir rebondir sur les événements de la vie, de les inscrire dans ma vie, de les réinterroger, de les mettre en dialogue. Pour moi, le dialogue est capital. D'ailleurs, la rencontre avec l'autre, mais la mise en dialogue, comme on peut le faire là. Et tout à l'heure, on va partir, tu seras plus riche qu'avant, et moi, tu vas m'enrichir aussi avec tes questions qui m'obligent à réfléchir, etc. Et donc, même si les événements sont difficiles à vivre, en fait, c'est cette réinterrogation et cette façon que j'ai de transformer créativement ce qui vient de m'arriver. Ah oui, oui. Pour moi, c'est ça le changement positif. Et que... alors, c'est plus facile à dire qu'à faire.
je suis bien d'accord, parce que on a un ego, parce qu'on est contrarié, parce que etc. Mais le changement positif, c'est vraiment ce pouvoir que l'humain il a d'ailleurs de pouvoir transformer quelque chose. Et je pense que avec ta recherche et puis tous les voyages que tu vas faire, tu vas rencontrer plein de personnes qui ont transformé des épreuves en chance. Absolument. Voilà, et c'est vraiment ça, c'est transformer l'épreuve en chance. Et ça ne se fait pas avec des fantasmes, ça se fait en s'observant soi, en se reconnaissant soi et en étant à l'écoute des autres. Mais ça suppose aussi qu'on adopte des comportements nouveaux. Oui. Et ça c'est quand même pas facile à acquérir, des comportements nouveaux. Non, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile parce que le cerveau humain, à l'époque des neurosciences, on en parle beaucoup, le cerveau humain, il est fait de différents niveaux. Et le niveau le plus bas de notre cerveau, il a 500 millions d'années. Ah oui. Et notre cerveau émotionnel n'a que 150 millions d'années. Ce qui veut dire qu'il y a eu 350 millions d'années d'évolution. Ouais. Et cette évolution, elle est toujours à l'intérieur de nous. Ouais. Parce que les bébés évoluent aussi comme ça, beaucoup plus vite. Ils n'ont plus les millions d'années, mais ils ont plusieurs mois pour pouvoir évoluer. Donc en fait, nous avons des systèmes à l'intérieur de nous qui font que neurologiquement, nous sommes attachés à des habitudes, à des routines, etc. Et que tout changement nous dérange, même des changements très simples. Nous sommes des mammifères, donc des êtres d'habitude. On aime l'habitude, on aime l'écurie, on aime rentrer le soir, on aime ceci, on aime cela, ou autre chose, mais on a un certain nombre d'habitudes. Les remettre en cause, c'est toujours difficile. D'accord. Mais par rapport à ça, alors, je ne sais pas si je vais employer le bon terme, mais comportement nouveau, pour justement vivre mieux, dans le cadre de changement positif, est-ce que ça signifie qu'on va amener un changement en profondeur de sa personnalité? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment le bon qualificatif de dire changer en profondeur sa personnalité ou pas? Est-ce que c'est possible? Je pense que les changements qui sont durables sont les changements qui sont consécutifs à un examen de soi, à une introspection qui a été mise en dialogue avec d'autres. Oui. Et que, en fait, on a à l'intérieur de nous un certain nombre de méconnaissances qui, à un moment donné, se font jour. Et là, hop, il y a une petite lumière qui s'allume, on commence à comprendre quelque chose, comment je réagissais et à quoi je réagissais, et là, oui, je peux enclencher un nouveau comportement, pas avec une force de décision, de persuasion, moi je suis contre ça, mais un comportement qui naît parce que ma compréhension du monde s'ouvre. Et donc du coup, je n'ai plus besoin de l'ancien comportement, j'ai découvert une autre façon de faire. Ça, c'est durable. Parce que c'est une évolution. Parce que c'est une évolution. Parce que c'est vrai que souvent on dit il faut changer. Ah oui, ça je peux dire. Voilà, changer. Et le problème c'est que ça signifierait presque devenir une nouvelle personne, mais si ça ne dure pas, on peut changer quelques mois, mais ensuite on a un effondrement plus conséquent même parce que ça ne nous correspond pas, parce qu'on n'a pas favorisé l'évolution. C'est un bon exemple ce que tu dis. Si je dis il faut que je change, je dois changer, etc., c'est foutu d'avance. Excuse-moi pour l'expression. C'est terminé. Je n'y arriverai pas, tout simplement parce que ce il faut, je dois. En fait, cet opérateur modal, il indique que je suis en train d'absorber quelque chose qui vient de l'extérieur. Je suis une idée, ce qu'on dit maintenant, etc. Je le mets à l'intérieur de moi et je me donne une obligation. Mais le changement, c'est pas ça. Ça, c'est du formatage. D'accord. Le changement, c'est ce travail interne. D'accord. Qui fait que c'est plutôt qu'on enlève, certains disent comme une plure d'oignon, et du coup, je vois un monde nouveau, puis je m'y comporte différemment. Ça, c'est créateur. C'est-à-dire que on peut évoluer,
à condition que ça nous ressemble. Oui. Voilà. Si ça ne nous ressemble pas, on va chercher à être quelqu'un d'autre, et c'est pas comme ça qu'on va être heureux. De toute façon, parce qu'on ne sera plus dans l'être, celui que l'on est, mais dans quelqu'un d'autre. Oui. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on entend quand même beaucoup, notamment dans tout ce qui est performance, motivation, et même dans certaines thérapies. Oui, il y a aussi un fondamental qui revient beaucoup dans mon environnement, notamment lié au thème du blog, c'est le manque d'amour. Ouais. Même quand on a l'impression que le couple va bien, de façon extérieure, souvent il y a une expression du manque d'amour. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la relation intime à l'autre? Ben justement, je crois que c'est ce mot intime qui compte. C'est le manque d'amour, en tous les cas au sein d'un couple. J'aurais tendance, moi, à penser que c'est un manque d'intimité. D'accord. C'est-à-dire une incapacité à vivre l'intimité. On parlait de sexualité tout à l'heure. Bon, on peut avoir une activité sexuelle, mais finalement sans intimité. Non, l'intimité, ça veut dire que je dévoile justement le qui je suis. Et je suis curieux de qui est l'autre. Et ça n'a rien à voir avec un acte, c'est vraiment, encore une fois, une question d'être ensemble. Ouais. Et que l'amour, c'est en fait un sentiment. Donc c'est quelque chose que nous construisons. Ce qui veut dire que avant de construire l'amour, cognitivement, il faut que j'éprouve quelque chose corporellement et émotionnellement, dans la proximité, dans l'intimité, et que cette intimité ne soit à la fois ni quelque chose de froid et de distant, ni intrusif. Là encore, on va retrouver des pôles. Donc, c'est cette façon de naviguer entre les deux, toujours un thème de la Gestalt, de mais comment je fais. Et je pense que, et là je peux, en parlant, je fais référence dans ma tête à des accompagnements que j'ai pu faire de personnes où vraiment, en travaillant cette question de l'intime, cette capacité à être intime que tous les humains n'ont pas, eh bien, enfin, n'ont pas forcément donné, des fois ça a été interdit, il y a des milieux dans lesquels c'est interdit. On est quand même dans une société où il y a beaucoup d'interdits et on confond intimité, sexualité, enfin bon, il y a des douces confusions et des brutales confusions. Et donc tout ce travail-là de l'intime est hyper important. Et justement, comment est-ce qu'on peut créer un climat de confiance dans les domaines intimes, sociaux, professionnels, c'est sans doute très différent, alors qu'on est en souffrance, on est en plein doute, on est en souffrance? Alors là, je crois que c'est pas facile, parce que quand il y a ces doutes, ces souffrances dont tu parles, et on va se référer à ce qu'on disait tout à l'heure, cette baisse du désir, en fait, il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur, je n'ai plus la force de rencontrer l'autre. Donc je pense que cette énergie qui est absente doit être restaurée avant d'aller à la rencontre de l'autre, sinon je suis trop vulnérable. Il suffit que je tombe sur une personne, pas forcément mauvaise, mais maladroite, et ça va devenir un échec, une souffrance en plus, etc. Ce qui se passe par exemple dans des situations qui se renouvellent, ou ce qui est inachevé va se répéter, etc. Oui, la notion de répétition de ce qui n'est pas... la douleur. La notion d'inachevé est très intéressante. Oui. Elle paraît très très importante parce que justement elle a l'air d'expliquer tout ce qui peut se répéter, arriver sans arrêt, les schémas répétitifs. Par rapport à ces schémas répétitifs, est-ce qu'on peut être heureux sans changer? Tout à l'heure on disait le contraire, attention on ne va pas changer, mais à rester celui que l'on est, mais est-ce qu'on peut être heureux sans changer quand justement on est dans une situation de souffrance? Héraclite disait il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est que ça change toujours. Ça change toujours. Donc la stabilité n'est pas permanente.
c'est toujours l'impermanence, c'est toujours le changement, on ne se baigne pas 2 fois dans la même rivière, etc. Donc c'est cette observation-là du monde que les choses changent. Si je ne veux pas changer, par exemple, si je ne veux pas voir que je vieillis, ça va donner quoi, ça? Donc je suis bien obligé de... Alors bon, c'est par à coup, à un moment donné on dit « oh !» Donc on ne voit pas venir tous les jours. Mais voilà, c'est aussi accepter des changements de corps, des changements de relations, des changements aussi de perception du monde qui évoluent. Et toujours, ça ramène aussi toujours à la façon dont on s'est construit. Et justement, en matière de... Je reviens un peu là-dessus, mais ça ramène quand même au poids du passé, et qui semble quand même très très présent, très lourd dans les émotions présentes. Hein, les émotions que l'on ressent là, elles sont... Oui, comme tu disais, c'est l'inachevé en fait. Quand on a des émotions très très fortes par rapport à une situation de crise, on ressent le passé qui revient. Donc ça, c'est lié à cette notion d'inachevé aussi. C'est le poids du passé. Tout à l'heure, tu disais oui, tu m'as dit plusieurs fois le poids. Mais c'est vrai. Mais l'inachevé, lui, joue... ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a des situations qu'on n'a pas pu résoudre. Parce qu'elles n'avaient pas de sens en elles-mêmes. Donc elle cherche à trouver un sens. C'est un peu comme une bête à l'intérieur de nous qu'il faut nourrir. Elle veut retrouver l'histoire. Mais en retrouvant l'histoire, elle essaie aussi de la compléter et d'y donner un sens. Donc c'est un peu abstrait, mais si on imagine un enfant qui a eu un père, on va dire, très violent, agressif, etc., peut-être il a reproduit ça aussi avec son maître d'école, avec son employeur, etc. Donc il a toujours une difficulté de rapport, en fait, à l'autorité. Et donc là, il y a quelque chose à solutionner, mais on ne va pas pouvoir le solutionner sans tenir compte de comment l'histoire, comment le père est toujours là, présent. Avec cette confusion, père, maître, patron, dans mon exemple. C'est un peu grossier, c'est malheureusement bien souvent bien plus compliqué que ça, mais donc c'est cette reproduction-là. En fait, nous voyons le monde aussi à travers nos inachevés, et ça déforme notre perception du monde. C'était justement la question qui me venait, c'était la souffrance du passé, elle apporte un fond de fonctionnement à l'individu. Et qui distord, on va dire, la réalité du monde dans lequel nous sommes. Et à partir de là, de cette histoire qui pèse lourd, comme tu dis, je vois le monde d'une certaine façon. Mais ce n'est pas forcément le monde tel qu'il est. Et ça me ramène à une question, est-ce que c'est une question de génération ou pas? Je crois que tout à l'heure tu disais ça a toujours été. Parce que quand je prends les catégories d'âge de 40 à 60 ans, qui ont une bonne situation, des signes extérieurs, je dirais, de réussite, elles n'ont pas l'air très bien, de bien vivre leur présent en tout cas. Il y a un mal-être qui apparaît. Est-ce que c'est dans le même contexte? Je pense que cette période est délicate, la période de la quarantaine. La vie est faite de cycles, donc on sait biologiquement, psychologiquement qu'il y a des cycles, etc. La quarantaine, les traditions des Nord-Amérindiens disent que la vie commence à 44 ans. Ah d'accord. Voilà. Donc avant, ce n'est qu'un entraînement à se réaliser soi. Et donc justement, cette découverte de soi, elle est tardive, elle n'est pas forcément à 20 ans. C'est aussi toute la vie qui nous permet de nous orienter. Et cette période, en fait, de 40-60, c'est aussi une période charnière de la vie. Et je pense que on est dans un monde où on dit, mais normalement, à 40 ans, je devrais avoir réussi, et puis finir tout. Mais bon, c'est pas apparemment ce qu'ont décidé les entreprises et la production, parce que après 40 ans, il y a beaucoup d'emplois menacés, que je trouve vraiment particulier. Je sais, c'est pas mon métier, mais il y a aussi quelque chose là qui va pas. Mais psychologiquement, après 40 ans, la vie s'oriente jusqu'à 60 différemment.
Alors, je pense que c'est une période où on peut en profiter pour ne pas se regarder, c'est-à-dire passer à côté de soi, ou au contraire, en profiter pour se regarder, puis c'est pas toujours facile. Parce que justement, par rapport à ce que tu viens de dire, et ce qu'on a dit précédemment, l'éducation. On a parlé tout à l'heure d'éducation, des choix. Est-ce que l'éducation qu'on a reçue, qu'elle soit culturelle, religieuse ou autre, et les choix que l'on détermine dans le jeune âge, est-ce que, bon, je pense que tu vas me répondre non, en tout cas j'espère, est-ce qu'ils sont irréversibles? Surtout quand on arrive à 40 ans, comme tu dis, quand on a la possibilité de se regarder vraiment. L'environnement veut toujours faire quelque chose de nous. D'accord. Donc nos choix ne sont pas parfois des choix. C'est-à-dire je choisis d'obéir à tel conseil ou telle direction. Donc on fait quelque chose de nous. Et réussir sa vie, c'est faire ce que je décide de faire avec ce qu'on a fait de moi. Donc il faut que je le transforme. On saisit sa liberté de choisir? Ben oui. Et alors après il y a des questions de fidélité, il y a des questions de loyauté. Si je choisis ça, je ne suis pas fidèle à l'idée de mon père qui voulait telle chose, etc. Donc le choix, il est toujours crucial parce que on oublie ça aussi. Dans le choix, je dis oui à quelque chose et souvent, en disant oui à quelque chose, je ne prends pas le temps et la conscience de savoir à quoi je dis non. D'accord. On ne passe pas assez de temps sur le non. On met beaucoup d'énergie sur le oui, 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 oui. D'accord, mais à quoi je dis non? Voilà. Et c'est en fait cette force du choix de dire non à cette chose ou cette voie, etc., qui va me donner de la force dans mon oui. C'est très intéressant, mais là on a l'impression que ça peut toucher toutes les générations, en fait. Toutes les générations. Les quadras. Toutes on a l'impression que depuis très jeune, on est confronté à ça, et que très jeune, ça impacte, en fait, sur la vie. Mais je pense que les choix à partir de 40 ans sont cruciaux. D'accord. Parce qu'ils remettent en cause, ou ils se font à partir de la remise en cause de ce qui a été vécu avant. D'accord. Intéressant. Dis-moi, je pense qu'on arrive à une des dernières parties de notre entretien. J'aimerais aborder avec toi des sujets un peu particuliers, qui me tiennent à cœur, sur lesquels j'ai parfois des questionnements. Et donc ces sujets plus particuliers qui concernent quand même beaucoup de personnes, c'est essentiellement le sujet des addictions. Est-ce que tu peux définir une addiction, ce qu'est une addiction? Une addiction, c'est le fait d'utiliser une substance ou une activité qui va créer à l'intérieur du corps des substances et qui fait que je ne peux pas me passer en fait de la substance. C'est un processus qui est à la fois psychologique et physiologique. Oui. Obligatoirement. Obligatoirement. D'accord. Obligatoirement. C'est pour ça qu'on parle d'addiction au sport. Oui, au travail, à la télé, aux jeux Internet, de plus en plus. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous dire comment naissent les addictions? Alors, je pense que c'est un sujet vaste aussi, mais elles viennent d'où? Elles arrivent comment? C'est difficile à généraliser le sujet, mais en tous les cas, quand on accompagne des personnes qui souffrent d'une addiction, on trouve souvent à l'origine un système de compensation. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose d'absent, et cette absence a été compensée par une addiction. Le problème de l'addiction, ce qu'il a défini aussi, c'est que, comme on vient le dire, je suis dépendant, mais j'augmente aussi la dose, je ne peux plus m'en passer, parce que ça m'emmène dans un état particulier.
cet état particulier va entraîner une relation particulière. Il va entraîner aussi une vision du monde particulière. Comme on dit, pour un alcoolique, le monde est rempli de bars. C'est-à-dire qu'il voit des bars partout, que nous, on ne voit pas forcément. Voilà. Oui, je comprends. Et donc, c'est vrai pour toutes les addictions. Donc, je reprends un peu ce qu'on a dit avant, mais cette addiction, donc, qui va être une perturbation de la façon d'être au monde, c'est-à-dire je ne peux pas être au monde, on va dire, spontanément, il me faut une substance pour pouvoir vivre, mais du coup, tout va se distordre. L'addiction nous emmène toujours dans un mirage. C'est un mirage. Toujours, quelle qu'elle soit. Et oui, l'individu le sait, lui, qu'il est dans un mirage. Et au bout d'un moment, oui, il finit par s'en rendre compte. Mais quand on voit les ados, là, avec les jeux, comment ils s'enferment dans leur chambre, tout ça, ils mettent beaucoup de temps, et pas tous, apparemment, à se rendre compte qu'ils sont à côté du monde. Et le diagnostic, il est aisé à faire, ou ça dépend des addictions, peut-être, bien sûr. Diagnostiquer une addiction. Disons que les cliniciens, oui, parce qu'ils ont des points d'observation, etc. Mais il faut, on ne peut pas être, par exemple, thérapeute de toutes les addictions. En fait, il y a certaines addictions pour lesquelles on est plus à l'aise que d'autres, etc. Alors, dans ce que pratiquent les cliniciens, évidemment, dans leur secteur d'activité, à 50 mètres, ils détectent les addicts. Mais pour les proches, souvent, ça peut passer inaperçu. Ça passe inaperçu. Est-ce que... c'est pas une question facile à répondre, mais est-ce qu'on peut soigner? Oui, bien sûr, oui. Alors, on peut soigner, oui, si il y a désir de changer. D'accord, il faut que ce soit une démarche déjà de la personne addicte. Alors après, dans les addictions, puisqu'il y a un certain nombre d'addictions qui portent préjudice à la personne elle-même et à l'entourage, dans ce cas-là, il y a des thérapies qui sont faites sur recommandation ou injonction quand il y a eu des fautes. Et donc là, c'est pas non plus très facile et il y a des thérapeutes qui sont spécialisés dans ce type de prise en charge-là. Mais on va toujours attendre que naisse un désir ou une culpabilité, quelque chose, et tout pendant que c'est pas présent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce mouvement de changer, c'est difficile. Et même quand il est là, c'est difficile, parce qu'arrêter une addiction, c'est toujours difficile. Et le moteur de cette envie de soigner l'addiction, ça pourrait être quoi? C'est un changement de situation dans sa vie? C'est un lien différent aux autres? Pour arrêter, la motivation pour arrêter, c'est quelquefois, évidemment, dans le meilleur des cas, c'est quand la personne prend vraiment conscience qu'elle porte préjudice à elle et aux autres. Ou l'environnement qui fait une certaine pression et qui... J'avais fait une conférence là dans le centre Bretagne sur justement les questions de l'addiction, plus particulièrement de l'alcoolisme. Et en fait, ce que je disais, ça a étonné beaucoup les gens. Et parce que dans le débat, ils disaient, mais en fait, on n'ose pas dire à l'autre, tu bois. Oui. Et donc, moi, mon propos, c'était de dire, mais c'est une lâcheté, sans juger les personnes, c'est une lâcheté de ne pas dire à l'autre, tu bois. C'est-à-dire, je ne m'intéresse pas à l'autre. Et donc, en fait, on avait échangé toute une partie de la soirée avec les gens qui étaient là sur mais comment on met en dialogue des limites qui sont dépassées et une vérité de... voilà. Il y a un autre domaine qui est assez proche, et en tout cas il fait partie de ces sujets un peu spéciaux, c'est parce qu'il touche beaucoup d'adolescentes et d'adolescents aussi, mais également des personnes adultes, beaucoup de femmes après, plus que d'hommes, c'est la boulimie et l'anorexie. Oui, je te voyais. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, peut-être, de ce que c'est déjà alors, d'une part, nous, on les classe donc, dans les troubles de l'alimentation.
Ouais. Alors après, on peut dire, ben oui, il y a dans ce trouble d'alimentation, finalement, il y a une forme qui ressemble un peu aux addictions, c'est-à-dire que la personne ne peut pas s'empêcher de manger beaucoup ou de ne pas manger du tout. Manger beaucoup, boulimique, ne pas manger du tout, anorexie. Bon, alors, c'est pas notre sujet de rentrer dans ces points techniques-là, mais ce qui va se passer, tu parles des adolescents. Là aussi, il y a des normes, par exemple de maigritude. Moi, je ne parle pas de maigritude, c'est-à-dire donc qui font que obligatoirement on va vers la privation. Le problème, c'est que en se privant, l'ado, en fait, modifie quelque chose biologiquement dans son corps. Donc il y a une série de réponses des différents organes. Parce que l'humain, il n'est pas fait pour pas manger. Et c'est ces réponses d'organes qui font quelque chose de très compliqué au bout du compte. Et là, on va parler de maladie. Donc on y va quand même très vite. Et c'est le corps qui ne peut plus vivre. Donc ça, c'est vraiment dans le cas de l'anorexie. Dans la boulimie, donc c'est différent parce que là, c'est le besoin de se remplir, le besoin de boucher un vide, boucher un creux, c'est souvent des choses qu'on entend. Mais là aussi, c'est dramatique, c'est-à-dire qu'il y a une impulsion à manger. Alors, il y a différentes formes, c'est un peu particulier. Et il peut y avoir les deux aussi, la boulimie. Alors, donc, il y a un trouble aussi qui consiste à alterner. C'est-à-dire qu'il y a un épisode boulimique, qui est un épisode très souffrant. Après, il y a une saisie, et sans doute il faut que j'arrête, etc. Et boum, on rebascule dans la privation, l'anorexie, et donc ça va osciller entre les deux. Je pense que c'est terrible comme souffrance. Et donc tu essaies de donner un petit peu des causes, notamment chez les adolescents, en disant ils sont un peu, entre guillemets, victimes de la mode. C'est vrai que l'image... Je pense que ça joue, oui. L'image qu'on propose maintenant à la télévision, au cinéma, c'est vrai que les ados sont très concentrés sur le paraître et non pas sur l'être. Et c'est vrai que c'est sans doute un moteur important dans ce genre de souffrance et de maladie. Est-ce que ça peut aussi avoir un lien avec les enfants maltraités ? C'est-à-dire le fait d'avoir été maltraité en enfance et amené à ce type de comportement ? Je ne saurais pas vraiment répondre. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que un enfant maltraité ou la maltraitance des enfants, ça peut conduire à n'importe quelle difficulté de la vie. Et c'est jamais un bon départ, comme on dit. Et que ça m'attriste quand on parle de ça. Mais alors, toutes les complications sont possibles. Un enfant, il est fait pour être aimé, il est fait pour être sécurisé. Voilà, donc... c'est important. Je pense que c'est un sujet, je reviendrai te voir pour ce sujet-là, sur l'enfance, de façon à ce qu'on réfléchisse un petit peu, parce que c'est un sujet important. Pour construire la société de demain, il faut vraiment qu'il y ait de l'amour. Je me posais aussi, tu en as quand même un peu parlé là, sur le comportement de l'anorexique, mais dans sa vie courante, dans son rapport aux autres, pas les moteurs, mais les attitudes et les comportements, on est quand même dans quelque chose de très très particulier quand on a ce genre de problème. Oui, on est dans quelque chose de très particulier parce que ces troubles alimentaires créent une pression sur les autres, mais beaucoup plus l'anorexie. Donc en fait, ça crée une pression. On parle même de comportement tyrannique. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui ne mange plus a beaucoup de pouvoir sur son environnement. Elle inquiète son environnement. Les personnes boulimiques, souvent, se cachent. Donc, on les voit peut-être moins. Mais la personne anorexique, elle le montre déjà avec son corps, souvent maigre, le corps qui souffre, quelquefois les complications, comme on l'a dit. Alors du coup, il y a cette pression sur l'environnement qui est très très forte. D'accord. C'est vrai que c'est un point important
qui semble quand même dire beaucoup de choses, la tyrannie sur l'environnement. Est-ce que... Et la personne ne le décide pas, hein. C'est pas un processus de je vais... D'accord. C'est quelque chose qui se fait comme ça. Et par rapport à ce qu'on disait sur les addictions, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'anorexique et l'addiction? Oui. Moi, je le ferai pas parce que je suis pas assez spécialisé dans ce créneau-là. Je sais pas. D'accord. Et puis au niveau du traitement aussi, traitement de... Bah, dans tous les cas, il y a pour nous, en tous les cas, en Gestalt, cette question de qu'est-ce que tu veux vivre, Qu'est-ce que tu veux dire? avec qui tu veux vivre, qui tu es, et avec qui tu veux vivre et comment tu veux vivre. Voilà. Très bien. Écoute, Yves, moi ce que je comprends après cet entretien, c'est que la Gestalt recouvre un champ très étendu de la connaissance de l'être humain. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre à nos amis là, qui nous regardent et nous occupent pour qu'ils mettent en place les changements positifs pour vivre une vie heureuse et, comme on dit tout à l'heure, qui leur ressemble? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Oh, je pourrais dire s'arrêter, prendre le temps de se poser, de respirer, ce qu'on a dit tout à l'heure, et puis de prendre le temps d'observer le monde avec une curiosité de fond qui est mais qui est l'autre, où suis-je, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe dans mon corps, comment mon corps répond en fait à tout ce que j'observe, et avec une curiosité sans le moins de croyances possibles ou de préjugés, mais toujours un peu comme des yeux d'enfant, des oreilles d'enfant. C'est ça mon conseil. C'est un très bon conseil. Et en matière d'action immédiate, qu'est-ce que tu dirais là, tout de suite? Est-ce que tu pourrais dire, bon, faites ça déjà, ça va être mon début? Est-ce qu'il y a une action immédiate que tu conseillerais? Oh, une action immédiate, c'est d'écrire un petit texte. Alors, soit je suis une femme qui, voilà, et puis on complète, je recommence, je suis une femme qui, ou je suis un homme qui, et puis d'en écrire plusieurs pages. C'est un très bon conseil. Pour révéler l'être. Ou alors, ce qui serait le mieux, évidemment, c'est de le faire avec quelqu'un et que l'autre dise je suis un homme qui, et j'écoute. Bon. Et on n'entame pas le dialogue, simplement tu dis au fur et à mesure, et toujours je suis un homme qui. Voilà. Et en fait, plus on fait cet exercice-là, plus on va vers cette question de l'intime, de l'être. Parce que, bon, si au début, un homme qui aime les confitures à la fraise, ok, ça ne nous emmène pas loin, mais petit à petit, on va descendre. Voilà. Bon, tu es quelqu'un d'inspirant, hein, il suffit de te connaître, de voir ce que tu fais en conférence. Je te remercie. Mais toi, tu pourrais citer des personnes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré? Oui. Moi, j'ai toujours été très inspiré par Marguerite Duras. D'accord. Je trouve cette femme, elle a compris quelque chose de l'humain, du vivant de l'humain et de toute cette perspective de l'histoire et de comment l'histoire se réactive et comment finalement quand on regarde le monde, on s'aperçoit que le monde va lentement, mais en même temps il va toujours. Et donc je trouve ça dans les écrits de Duras. J'adore ses dialogues. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré. J'ai d'ailleurs écrit 2 textes comparant la Gestalt-thérapie et Marguerite Duras. Oui. Wow. Et dont un que je récite de façon un peu théâtre. Voilà, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Autrement, au point de vue philosophique, je suis attiré par tous les écrits concernant l'absurde, le doute, l'absence de sens. Voilà, donc j'ai une attirance pour passer du temps sur la question de l'absurde.
et de cultiver le doute. Voilà. Intéressant. Écoute, il y a un passage obligé chez changementpositif.fr, on en a parlé en début, c'est la confidence positive. Donc, est-ce que tu as une confidence que tu pourrais partager avec nous? Oui, ce que je pourrais partager, puisque la question que j'avais évitée au départ, c'est qu'est-ce qui fait que tu as su que c'était ta voie d'être thérapeute? D'une part, ça fait donc plus de 30 ans, et puis j'ai pas remis en question ce choix-là. Et en fait, t'évoquais une autre conférence que j'avais faite là où j'évoque aussi le fait que j'ai eu une maladie grave. C'est tout ce que j'avais expliqué à la conférence, mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que cette maladie grave, avec le traitement expérimental que j'ai eu, a entraîné des complications qui ont elles aussi été graves. Et en fait, on va dire, j'avais du mal à m'en remettre. Et puis sans doute que j'étais pas patraque que physiquement. Et il y avait aussi quelque chose psychologiquement qui était pas bien chez moi. Je trouvais pas de sens à la vie, des thèmes qu'on a évoqués. Je voyais pas pourquoi j'étais dans cette ville-là. Je voyais plus pourquoi je faisais ce métier-là, les décisions que j'avais prises. Donc, j'étais vraiment pas bien. Donc, j'ai commencé très tôt, jeune, une psychanalyse. Et en fait, c'est ça ma confidence, c'est que c'était difficile. C'était difficile physiquement, c'était vraiment très difficile moralement. Mais mon thérapeute, mon analyste, lui, il m'a toujours aimé. Et pourtant, ça devait pas non plus être facile pour lui, mais il a toujours eu cette présence-là, toujours eu quelque chose, même s'il parlait peu, vers moi. Et ce qui m'a, je pense, sauvé, c'est le fait que j'ai perçu que lui, il avait une foi en moi et qu'il était persuadé que je ferais quelque chose de ma vie, que ce que je vivais, c'était un passage et qu'il y avait autre chose. Et donc il m'a souvent soutenu et j'avais du mal à le croire. J'avais vraiment du mal à le croire. Mais ce qui est sûr, c'est que si lui, il avait perdu cette foi dans cette capacité de l'humain de rebondir, de créer du nouveau, de se trouver soi, si lui n'avait pas eu cette foi-là et s'il n'avait pas eu ce sentiment pour moi, ben je serais sans doute pas là aujourd'hui. Ouais, tu penses que ça a été un élément important de la guérison? De ma guérison, mais aussi de la compréhension de qui j'étais et de ce que j'avais à faire. Donc j'ai pas décidé de devenir thérapeute pendant ma thérapie. J'ai changé un peu mon boulot, ma façon de faire. Et puis petit à petit, ça s'est imposé d'en faire mon métier. Voilà. Et ce qui s'est imposé aussi, c'était de choisir la gestalt thérapie, parce que j'avais fait des parcours dans plusieurs courants. J'aurais pu approfondir dans un autre courant, mais non, j'ai choisi vraiment la gestalt thérapie pour ce qu'on a dit, cette question de la relation, du contact, du vivre ensemble et de dialoguer ensemble. Ouais. Yves, merci pour cette confidence positive. Je crois que oui, c'est quelque chose d'important, de très personnel que tu nous confies aujourd'hui. On te remercie de jouer aussi bien le jeu. Je te remercie pour cet entretien que tu m'as accordé entre deux séances, sans doute. À vous tous, merci pour votre écoute. On se retrouve donc sur le blog très bientôt. N'hésitez pas à livrer vos émotions, votre ressenti, vos questions par un commentaire. Abonnez-vous à la newsletter. Vous aurez de toute façon les coordonnées pour le faire. Et en attendant, appliquez les changements positifs pour vivre une vie heureuse et une vie qui vous ressemble. À très bientôt.